Bon. Euh, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter trois algos de tri. OK? Puis on en verra d'autres plus loin dans la session. Et je me sers de ça, de ces diapos d'introduction, comme genre de mise à niveau, là. Donc, je vais vous présenter les algos. On va suivre une trace vite fait ensemble et vous devriez être à l'aise avec ça. OK? Donc, ça va peut-être vous permettre de vous situer par rapport à vos connaissances, compétences euh, par rapport au cours, là. Mais c'est ça. Je vais me servir de ces exemples d'algos de tri pour ben, c'est ça, voir, m'assurer que tout le monde va être capable de suivre avec le reste. Et si c'est un problème, vous me le direz. OK? Donc, j'ai mon tableau T1, T2, Tn et je veux le trier. OK? Euh, donc, il y a un algo de tri qui s'appelle tri par insertion. Voici le pseudocode. Donc, en IFT 436, tout est pseudocode. Il n'y a, il y a pas de rigueur, il n'y a pas de syntaxe rigoureuse pour du pseudocode. J'ai quelques diapos plus tard là-dessus, là, mais ça devrait être compréhensible. OK? En gros, pour avoir un pseudocode valide, ce que je dis souvent, c'est que vous devriez être capable de pour savoir si votre niveau de pseudocode est suffisant. En principe, vous devriez être capable de donner ça à, par exemple, un ou une stagiaire de cégep, là, et cette personne devrait être capable d'implémenter ce qu'il y a dans votre pseudocode sans ambiguïté. Tout devrait être facilement traduisible en C++, Python, Java, peu importe. OK? OK. Donc, on va faire une petite trace de ce qu'ils appellent le tri par insertion. Là, je veux. OK, ça, c'est ma tablette là, qui est connectée. OK, je vais m'en servir comme tableau, juste pour présenter ma trace. Et puis, je vais mettre ça en moitié-moitié d'écran. OK, laissez-moi un instant. Je vais juste m'assurer que mon OBS enregistre encore. Oui, OK. Parce que j'avais fait une autre version de ce cours, puis après 15 minutes, je me suis rendu compte que pour une raison quelconque, ça avait arrêté d'enregistrer, là, ce qui est un peu dommage, mais en tout cas, ça a l'air de fonctionner. OK, faisons du tri par insertion. Euh, avant de passer le pseudocode, là, je vais juste. Il me semble qu'il manque un bout. Non, il ne manque pas de bout. Je devrais retourner T à la fin. Ou non, ça va trier T en le modifiant directement. Oubliez ça. Je cherchais une valeur de retour, là, mais on n'en a pas besoin là-dedans. OK. On va juste faire une trace sur un exemple. Donc, je ne sais pas, on va dire 3, 6, 1, 4, 2, 5. Admettons. OK? Et puis, bon, regardons ce qui fait cet algo-là, puis on va essayer de trouver l'intuition après quelques étapes, là. Donc, les tableaux en IFT 436 vont être indicés à 1, OK? Donc, pas à 0 comme en C++ ou autre, là. Donc, la position dans mon tableau, ça, c'est la position 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Et puis, l'algo commence avec J égale 2. Puis ça va aller jusqu'à N, jusqu'à la sixième position. Et puis, bon, ce que l'algo commence par faire, c'est se déclarer une variable temporaire dans ce tableau qui va être égale à T de J. T de J, quand J égale 2, ben, c'est 6, là. Et puis, ben, vous avez un commentaire qui dit ce que ça fait, là, mais on va juste suivre la trace. Donc, tant que I est plus grand que 0, I est égal à J-1, là, donc I va être égal à 1 ici. Puis là, ça va aller de droite à gauche. Mais donc, tant que I est plus grand que 0 et T de I est plus grand que val. Donc, là, je regarde, est-ce que T de 1 est plus grand que T de 2? Non, ce n'est pas le cas. Donc, il ne se passe rien dans ce temps que, on sort immédiatement. Et T de I plus 1 devient val. T de I plus 1, c'est 6. Donc, ce 6 se fait écraser par un 6. Il ne s'est rien passé. Donc, bon, c'est une itération où est-ce qu'il n'y a pas eu grand-chose d'intéressant. En fait, ce que ça fait, cet algo-là, c'est que ça s'assure que la portion de 1 jusqu'à J est triée. Et si ça ne l'est pas, ça fait des modifs, là, mais la portion de 1 jusqu'à J égale 2, elle est déjà triée, donc c'est pour ça qu'il ne se passe rien. Mais on va continuer. Donc, on va aller à J égale 3. Là, ça va mettre I est égal à J-1, donc 2. Et là, on va embarquer dans cette boucle-là. I est plus grand que 0, mais aussi T de I est plus grand que val. J'ai pas mis c'était quoi val. Val, c'est T de J qui est égal à 1. OK? Donc, oui, T de I est plus grand que T de J. Pas T de J, pardon. Plus grand que val.
6 est plus grand que 1. Et qu'est-ce que ça fait quand 6 est plus grand que 1? Ça met t de i plus 1 qui est égal à t de i. T de i plus 1 ici, c'est ça, là. Et ça va le remplacer par t de i. Okay? Donc, j'espère que tout le monde est OK avec ce qui vient de se passer. Ben, c'est ça, t de i plus 1 devient t de i. Donc, c'est comme décaler le 6 vers la droite. Bon, je vais nettoyer après, là. Mais ensuite, on fait i moins moins et on continue. Donc, i va tomber là-dessus. I devient égal à 1. Et là, on refait la même vérification. Est-ce que t de i est plus grand que ma valeur? T de i, c'est ça. Ma valeur, c'est ça. Oui, 3 est plus grand que 1. Donc, t de i plus 1 devient t de i. Okay, c'est la même intuition que maintenant, ce 3 va être décalé à droite. Ensuite, on fait i moins moins. On tombe avec i égale 0. Et là, on sort de la boucle. Et là, t de i plus 1 devient égal à la valeur. Okay? Donc, t de i plus 1 devient égal à la valeur. C'est quoi t de i plus 1? C'est ça ici. Ça devient 1. Okay? Donc, bon, je vais nettoyer, mais là, il faut se rappeler que les trois premières positions, c'est devenu 1, 3 et 6. Okay? Donc, 1, 3 et 6. Je vais faire une dernière itération dans le détail. Comme j'ai dit, si c'est trop lent à votre goût, ben, vous pouvez avancer, mais faisons-le. Là, je t'ai rendu à j est égal à 4. C'était 3 ou 4? Non, je t'ai rendu à 4. Donc, i va être égal à 3. Et là, tant que la valeur est égale à 4, pas j, mais ce 4-là, là, ça c'est val. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, tant que t de i est plus grand que val, donc 6 est plus grand que val, il va être décalé ici. Puis i va devenir ici. Est-ce que t de i est plus grand que 4? Non. Donc, on arrête cette boucle-là ici. Donc, essentiellement, on a décalé le 6 vers la droite. Et t de i plus 1 devient égal à 4. Et c'est ça qui va se passer ici. Okay? Donc, je vais nettoyer. Ici, c'est devenu 4 et 6. Et je dois continuer. Okay. Et là, je ne vais peut-être pas tout faire dans le détail. Ce que j'espère, c'est qu'en faisant de la trace pour quelques itérations, c'est que vous ayez vu qu'est-ce que cet algo essaie d'accomplir de façon plus haut niveau, là, admettons. Dans une itération quelconque, je suis à un JM élément. Et ce que cet algo-là fait, en fait, là, c'est qu'il va aller de droite à gauche et tant qu'il y a quelque chose de plus grand que T de J, ben, il va décaler tout ça vers la droite. Okay? C'est ce qui s'est passé avec les itérations manuelles que j'ai faites. Et quand il voit quelque chose qui est plus petit ou égal à t de j, qui est val, là, en fait, ben, ça, on va venir le placer ici. Okay? Donc, intuitivement, c'est ce qui se passe. Donc, pour chaque position j, on cherche la position passée où est-ce que t de j devrait se retrouver. Donc, on décale tout le monde plus grand que t de j, puis on met t de j là où il devrait être. Okay, c'est ce qu'ils appellent le tri par insertion parce que intuitivement, là, ça correspond à prendre la jème position, l'enlever, puis la réinsérer où est-ce qu'elle est censée se retrouver. Okay? Donc, avec cette intuition, j'ai peut-être plus besoin de faire la trace détaillée de ce que l'algo fait, là. Si ça ne va pas, je vous invite à le faire vous-même, mais ce qui va se passer, ouais, ok, ça va, c'est que ce 2, on va, voir, ok, il devrait aller à la gauche du 6, puis à la gauche du 4, mais pas à la gauche du 3, oui, à la gauche du 3, mais pas à la gauche du 1, donc c'est ici là qu'il devrait se retrouver. Okay? Donc, tout ça, ça va être décalé vers la droite par la boucle tant que i est plus grand que 0. Là. Donc, je vais me retrouver avec 1, 2, 3, 4, 6. OK? Donc, faisons-le. Donc, 1, 2, 3, 4, 6. OK. Puis, il me reste juste une dernière itération à faire. OK, j égale 6. Ce que je vais faire, c'est prendre cette valeur-là. Et puis, excusez, c'est mon téléphone qui sonne. Okay. Prendre cette valeur-là. Et puis, regardez, OK, 5 devrait aller à la gauche de 6. Je me fais harceler, pardon. Okay, 5 devrait aller à la gauche de 6, mais pas à la gauche de 4. Donc, la position du 5, c'est ici. Le 6 va être décalé.
OK. Et je vais me retrouver avec 5 et 6. 5, 6. OK. Donc, ça a trié. Et là, on va sortir parce que J ben, a fait toutes les positions. Donc, c'est ce qu'ils appellent le tri par insertion. OK. OK. Hello. OK, il y a sûrement eu une coupure dans la vidéo. Pardon pour ça, là. C'est que, bon, je viens de parler du tri insertion, j'étais rendu à parler du tri fusion, je faisais la trace, et puis en le faisant, j'ai vérifié que cette longue ligne-là, qui était un peu atroce, là, il manquait cette petite condition, ce qui faisait que ça ne fonctionnait pas. Donc, ben, il a fallu que je recommence. Au moins, c'est un luxe d'avoir ça en mode préenregistré et puis ben, je vais m'en servir, hein. Donc, si je fais une erreur, je peux recommencer, tandis que quand je vais être là en classe, ben, je ne pourrai pas. Mais ça, c'est la vie. Donc, j'ai effacé ma trace et je vais recommencer. Euh, OK. Donc, je vais bon, me dessiner un exemple. On va faire la trace du trifusion là-dessus. Je ne sais pas si c'est le même exemple qu'avant, mais peu importe. On va trier ça. Donc, trifusion, c'est un algo récursif. Donc, pédagogiquement, moi, ça me permet de m'assurer que vous êtes OK avec les algos récursifs. Vous devriez en avoir vu en IFT 339, la structure de données. Par exemple, en travaillant avec les arbres, là, il y a de la récursion partout quand on fait des arbres. Il faut être à l'aise avec les récursions. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec cet exemple-là, vous me direz. Mais bon, faisons trifusion. Donc, euh, c'est un algo récursif avec comme cas terminal que si j'ai un tableau de taille 1 à trier, j'ai rien à faire, je fais juste retourner un tableau avec le premier élément de mon tableau. Mais sinon, ça divise mon instance en deux sous-instances de taille à peu près n sur 2. Et là, je dis à peu près parce que si n est impair, ben, n sur 2, c'est pas un nombre entier, mais dans ce cas-ci, quand n doit être un entier, on tronque ce qui est après la décimale. OK? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que 7 sur 2, là, ça deviendrait juste 3. Parce que 3,5 tronqué ou valeur plancher, ça devient juste 3. OK? Comme c'est ce que les langages de programmation font. Là. Si vous avez une variable n de type entier, ben, cet entier-là prend la division entière quand vous faites une division. OK? Euh, donc, ah oui, autre remarque, là, donc cette syntaxe-là ici, là, de T1 jusqu'à n sur 2, ça représente le sous-tableau de T qui contient les positions 1 à n sur 2, et ça contient les positions n sur 2 plus 1 jusqu'à n. OK? Mais bon, donc ce que ça va faire, ça, c'est que ça va faire deux appels récursifs. C'est pas ça que je voulais faire ça ici. À gauche, ça va travailler avec le sous-tableau 362, et donc on va s'occuper de cette récursion-là en premier. Quand on reçoit 362, on n'entre pas dans le if, dans le si en haut, là. On va faire encore deux autres récursions, comme ça ici, parce que n3 sur 2, ça donne 1. Donc la partie gauche va avoir une taille juste de 1, là. Et là, on va recevoir la sous-instance 3 tout en bas à gauche. Et ça va retourner immédiatement avec le si qui est en haut. Donc, ça va retourner à ce niveau-là ici, un sous-tableau 3. Là. Et ce sous-tableau 3, on le place dans A. OK? Puis là, on travaille à droite. Donc, à droite, on va travailler à, c'est supposé être vert, ça ici. On va travailler avec 6,2. Ça va faire un autre appel récursif parce que la taille, elle est pas de 1. Donc, deux appels récursifs. 6 va retourner immédiatement un sous-tableau A qui contient 6. Ben, il ne retourne pas A, mais il retourne un sous-tableau qui est placé dans A. Tandis qu'à droite, on va travailler avec 2. Ça va retourner un sous-tableau 2. Et lui, il va être placé dans B parce que c'est l'appel récursif droit. OK? Et là, finalement, il va se passer quelque chose là, à ce niveau ici. On va entrer dans toute cette partie-là. Donc, regardons ce que ça fait. En fait, je peux vous le dire, ce que ça fait là, intuitivement. On va construire la sortie qui va contenir la version triée fusionnée de A et de B. C'est-à-dire, plus généralement, là, si on s'imagine un grand tableau divisé en deux parties, on va prendre la partie gauche et la trier récursivement, la partie droite et la trier récursivement, et fusionner le résultat. Donc, prendre les valeurs de A et de B et les fusionner en un seul tableau trié. Et pour faire ça, on va itérer dans A, de la valeur de la plus petite à la plus grande,
itérer dans B, de la valeur la plus petite à la plus grande. Et en itérant, on va toujours prendre le minimum parmi les deux possibilités et insérer ça à la fin de S et incrémenter euh, 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 ben, le compteur ou la variable appropriée. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est ça va être CPTA, là, le petit point que je dessine ici. Je ne vais pas suivre la trace détaillée de CPT A et B, mais je vais mettre des petits points pour savoir où est-ce qu'on est rendu dans A et dans B. Et là, cette condition est un peu horrible, mais en gros, ce que ça fait, ça c'est juste pour vérifier que nos CPT sont bel et bien dans les bornes du tableau, mais le morceau important, c'est ça ici, là. Euh, Ce que ça fait, c'est, tant qu'on est dans les bornes, si la valeur de A à CPTA elle est plus petite que celle de B à CPTB, ben, on ajoute la valeur de A pointée à la fin de S et on incrémente ça, le compteur de A, puis sinon, c'est la valeur de B qu'on ajoute. Okay? Et ça, c'est juste pour vérifier, c'est ça, qu'on reste dans les bornes du tableau. Okay? Donc, ici, le minimum, il est ici, là, dans B. Donc, on va aller dans le sinon de notre pseudocode et c'est 2 qui va être ajouté à S, à la fin de S. Et ça va être incrémenté. CPTB++ va faire ça ici. Et là, on va faire un autre tour de boucle parce que la taille de S ne contient pas l'union des deux, n'est pas la somme des tailles des deux. Et là, on va regarder ceci. Si le pointeur, ben, le compteur de B dépasse sa taille, c'est notre cas ici. OK? Ben, on va aller on va entrer immédiatement là-dedans. OK, ça c'est vrai, alors j'entre ici. OK, parce que si un des deux côtés du ou est vrai, alors l'énoncé est vrai, alors on entre ici. Et donc, c'est la valeur de A qui va être ajoutée à la fin de S, comme ça ici. Et on va incrémenter ce truc. Et là, mes deux compteurs sortent des bornes du tableau, mais la taille de S, elle est correcte. Donc, on va retourner. Donc, ça, c'est le S. Et ce S va être retourné à l'appel parent ici. Et cet appel parent va mettre ça dans son B à lui. Okay? Donc, B va devenir 2,6 du point de vue de cet appel récursif. Okay? Et là, on va refaire le même processus. Je vais me déclarer un CPTA puis un CPTB. Si ça ne vous dérange pas, je vais accélérer un peu, là. Mais ouais, c'est ça. Donc, S va être égal à tableau vide initialement. Là, lequel des deux petits points pointe sur le minimum? Ben, c'est sur B. Donc, c'est 2 qui va être ajouté à la fin de S. Je vais incrémenter ce truc-là ici. Et là, je repose la même question. Est-ce que c'est A ou B qui est couramment présentement sur le minimum? Ben, le minimum, c'est 3 là, parmi les deux petits points. Donc, c'est 3 qui va être ajouté à la fin de S. Et puis, CPTA va être incrémenté. Ensuite, là, je pose les mêmes questions. Là, euh, là, ça, c'est pas vrai. Et ça, c'est pas vrai. OK? Donc, puisque j'ai un ou, mais les deux conditions ne sont pas vraies, on va aller dans le sinon. OK? Et c'est la valeur de B qu'on va prendre. OK? C'est ça, c'est la partie qui me manquait quand je me suis planté, en fait. Donc, c'est 6 qui va être ajouté à la fin du tableau. OK? Donc, c'est ce que le tri-fusion fait. Donc, ce qu'il vient de réussir à faire, c'est de trier la première moitié du tableau en mettant 2, 3, 6. OK? Et là, si vous me le permettez, je vais pas faire la trace complète de ce qui se passe ici, là. Ici, il se passe un paquet de récursions, mais ce que ça va retourner, OK? En fait, c'est l'avantage d'avoir des algos récursifs, c'est qu'une fois qu'on a compris le principe, on n'a pas besoin d'entrer dans les récursions pour regarder ce qui se passe. On a juste besoin de savoir qu'est-ce que la récursion est censée faire. Je prends ce que ça me donne et je travaille avec ça. OK? Donc, qu'est-ce que cette récursion est censée faire? Elle est censée trier 4, 1, 5 et me retourner la version triée de ça. La version triée de ça, ça va juste être 1, 4, 5. Ouais. OK. Donc, après l'appel récursif dans le nuage là, que j'ai mis ici, que je ne veux pas détailler, ben, j'aurai les tableaux A et B qu'on voit à l'écran. Et là, je vais peut-être remonter un peu. Je vais faire la trace une dernière fois ici, là. Donc, ce qui va se passer, c'est que j'ai mes CPTA, CPTB ici, et pour construire ma sortie, ben là, je prends le minimum parmi les deux petits points. Ça va être 1.
Et bon, j'ai pas envie de changer de couleur tout le temps, là, alors je vais le faire comme ça. Là, je prends le minimum entre mes deux petits points. Là, c'est 2. J'incrémente ça. Je prends le minimum entre mes deux petits points. C'est celui-là. J'incrémente ça et j'ajoute 3. C'est qui le minimum parmi mes deux petits points? Là, c'est le 4. J'incrémente ça et j'ajoute mon 4. Et c'est qui le minimum? Ben, c'est lui. OK. Bon, ça, c'est le principe du tri-fusion. Et après, ça, c'est le truc que le tout premier appel récursif va retourner. C'est la valeur de retour qu'on donnerait à la personne qui a appelé en nous passant son tableau original. OK? Donc voilà, ça c'est tri-fusion. Un deuxième algo de tri. OK? J'en fais un dernier, celui que j'appelle tri sous-gradué. Je vais vous dire tout de suite que ce n'est pas un bon algo de tri, mais je le présente pour des raisons pédagogiques là, que je vais montrer après. Puis je vais faire un exemple plus petit là, pour pas que ça prenne une éternité. Vous voyez que j'ai une boucle potentiellement infinie, là, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Ah, j'aurais dû mettre faux et vrai là, pour rester français, québécois. Bon, pardonnez-moi. Euh, mais OK. On va juste suivre la trace de ça sans se poser de questions. Sur l'exemple 3, 4, 1, 2, en fait, on l'appelle tri sous-gradué de façon super mesquine parce que il y a juste des personnes sous-graduées, en études sous-graduées, qui pourraient produire un algo de tri comme ça, là. Sous-gradué voulant dire n'ayant pas gradué encore. Euh, OK. C'est ça. Faisons juste la trace aveuglément de ça, là. Donc, au départ, j'ai une variable qui s'appelle nbswap qui est initialisée à 0 et j'ai un truc qui s'appelle fini qui est à faux et tant que ça, c'est pas fini, on fait des trucs, là. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On va se rappeler, je ne vais pas l'écrire, mais on va se rappeler que swap est égal à faux. Swap, c'est juste une variable pour se rappeler, est-ce qu'on a échangé quelque chose ou pas, OK? Dans ce tour de boucle. Et là, on n'a rien échangé pour l'instant, donc c'est faux. Et là, on va aller de i jusqu'à n-1. Donc, mettons-le. I est égal à 1. Et là, si t de i est plus grand que le prochain, donc t de 3 n'est pas plus grand que le prochain, on ne fait rien, on passe au prochain i. Okay? Donc, i est égal à 2. Maintenant, t de i est plus grand que t de i plus 1. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On échange t de i avec t de n moins nb swap. Donc, ici, là, n est égal à 4. J'ai 4 éléments. Donc, n moins nb swap, c'est 4 moins 0. Donc, 4 moins 0, là, c'est ici. Là. Okay? Donc, on échange ces deux valeurs-là, ce qui veut dire que 2 va se retrouver ici et 4 va se retrouver là-bas. Okay? Et j'incrémente ma variable nbSwap. Et je me rappelle que là, oui, j'ai swappé, j'ai échangé quelque chose. Okay? Et je continue au prochain i. Pardon, au prochain i. Donc, i est égal à 3. T de i n'est pas plus grand que son prochain, donc ça va. Et cette boucle s'arrête à n-1. Donc, j'ai fini ce tour de boucle. Et j'ai fait un swap. Donc, ça, ce que ça dit, c'est la négation. Là. J'utilise la syntaxe C++ et autres Java et tout. Mais ça, c'est si je n'ai pas fait de swap, alors j'ai fini. Mais j'ai fait un swap. J'ai changé le 2 et le 4. Là. Donc, j'ai pas fini. Alors, je vais faire un autre tour de boucle. OK? Donc, je remets ça à faux et on recommence. C'est le dernier tour de boucle. Si je me... il y en a peut-être deux. Donc, ça ne va pas être trop long. Donc, i est égal à 1. Il est plus grand que son prochain. Donc, je vais échanger t de 1 avec t de n moins nb swap. N moins nb swap, c'est 4 moins 1. C'est ça ici, là, 3, la position 3. Donc, j'échange position 1 et position 3. Je vais me retrouver comme ça ici, 1, 3. OK, je vais me rappeler que oui, j'ai fait un swap. Mais là, si vous le suivez, quand i est égal à 2 au prochain tour de boucle, 2 n'est pas plus grand que son prochain, i égale 3, 3 n'est pas plus grand que son prochain. Je vais me rendre à OK, j'ai fait un swap, alors j'ai besoin d'un autre tour de boucle. Et je vous épargne les détails, mais ce prochain tour de boucle ne va rien échanger parce qu'il n'y a pas de i plus grand que son prochain. Okay? Ah, j'ai oublié d'incrémenter nbSwap quand j'ai changé 1 et 3. Okay? Mais peu importe, là, il n'y a plus rien qui va changer parce que le tableau est trié. Donc, c'est un peu bizarre. C'est comme algo. Mais en fait, ça fait des tours de boucle et tant que ça trouve quelque chose de mal placé, ça va le placer ailleurs, essentiellement.
OK? Et on voit que ça a trié sur mon exemple. OK. Bon, je vais remettre ça en mode présentation. C'est ce que, bon, j'espère que ça a été pour suivre la trace de tout ce que j'ai présenté. Donc, j'avais plusieurs objectifs avec ça. Ben, premièrement, voir quelques algos de tri classiques. Tri gradué n'est pas classique du tout. Vous pouvez l'oublier, là, mais vous verrez pourquoi j'en parle après. Mais, euh, mais c'est ça, mais tri par insertion, tri fusion, c'est dans tous les livres d'algo que vous allez trouver, là. C'est des ultra classiques. Il faut les connaître. Si vous finissez un bac en informatique et puis qu'on vous parle de trifusion et que vous ne savez pas c'est quoi, ben on va vous dire où est-ce que vous avez fait votre bac. Donc, à connaître. Mais sinon, ouais, c'est ça. Mais mon autre but pédagogique avec ça, ben, c'est ça. C'est de m'assurer que vous êtes capable de suivre la trace d'algo en pseudocode comme ça, que vous êtes à l'aise avec la récursion et ce genre de choses. OK? Encore une fois, si ça ne va pas, il faut venir me le dire. OK. Mais maintenant, autre chose qui devrait être familière pour vous, c'est ce truc qui vient d'apparaître, là, grand O de n carré. OK, ça, c'est le temps que le tri par insertion va prendre. OK? Donc, n, c'est le nombre, la taille de t, là. Quand j'utilise une variable dans un algorithme, dans un grand O, il faut savoir c'est quoi la variable. On ne le dit pas tout le temps, là, mais n, c'est toujours censé représenter une quantité. Quand j'ai un tableau, d'habitude, c'est le nombre d'éléments. Quand j'ai un graphe, c'est le nombre de sommets, et ainsi de suite. Mais n, c'est censé être une quantité qui a rapport avec l'entrée. Et grand de n carré, c'est le temps que ça prend. Okay? Vous devriez avoir déjà vu ça et vous devriez avoir au moins l'intuition que ça prend un temps n carré parce que ici, on fait un n tours de boucle, puis à l'intérieur de ces n tours de boucle, ben, on peut faire jusqu'à n tours de boucle. Okay? Je rappelle que le tri par insertion, l'intuition de ce qu'il fait, c'est que à chaque tour de boucle, il prend la valeur à la position J et il décale plein de monde, puis potentiellement, il peut décaler jusqu'à n valeurs. Donc, essentiellement, c'est pour ça qu'il prend un temps n carré. Je fais n tours de boucle et chaque tour de boucle prend essentiellement un temps n. OK? Donc, ça, c'est l'intuition de pourquoi ça prend un temps n carré. Vous devriez avoir vu ce genre de choses en IFT 339, mais on va faire beaucoup de grands O dans ce cours-ci. OK? Le trifusion que j'ai présenté est mieux en termes de complexité asymptotique, du moins. Il prend un temps n log n. Ça, c'est beaucoup plus dur à voir. C'est le genre de choses qu'on va devoir apprendre à démontrer en IFT 436. Mais l'intuition, c'est que chacun des appels récursifs ici prend un temps n et puisqu'on divise par 2 à chaque étape, ben, il y a une hauteur logarithmique là, dans l'arbre de récursion. Donc, c'est à peu près de là que le n log n vient, mais c'est juste une intuition. Pour vraiment savoir que c'est n log n, ben, il faut le démontrer mathématiquement. Là, et c'est ce qu'on va regarder en temps et lieu. OK, ma trifusion est meilleure. Tri sous-gradué, ça, c'est pas évident non plus parce que j'ai un temps que fini égale false. Donc, ça pourrait potentiellement prendre un temps infini, ça. Il n'y a rien qui dit que ça arrête. Ça pourrait être une boucle infinie, mais avec des techniques d'analyse que je ne présente pas ici et tout, là, on peut démontrer que ça va prendre un temps n carré. L'intuition étant que on fait n tours de boucle ici et on ne peut pas faire des échanges plus que n fois. En fait, je me demande. Peut-être qu'on peut en faire n carré, mais bon. je, euh, c'est un temps quadratique. Okay? Mais une chose plus importante avec le tri sous-gradué, c'est qu'il ne fonctionne pas réellement. Okay? Et je ne sais pas pourquoi j'ai i égale n plus 100 ici. J'ai pas la bonne version du tri sous-gradué. J'aurais dû copier cette slide, mais bon, peu importe. Ce tri que j'ai présenté, il ne fonctionne pas. Et puis là, on pourrait dire que c'est une grosse perte de temps. Pourquoi est-ce que j'ai même parlé de ça? Mais j'ai un point avec ça. Puis mon point, c'est que ça semblait fonctionner parce que quand j'ai fait ma trace, c'était bien, ça triait, ça finissait avec 1, 2, 3, 4. Mais c'était un exemple bien choisi sur lequel ça adonnait que ça fonctionnait. Mais plus généralement, on peut trouver des instances sur lesquelles il retourne quelque chose qui n'est même pas trié finalement. Ça, je vous le laisse en exercice. C'est dans mes exercices de démontrer que cet algo est incorrect, qu'il ne trie pas réellement, qu'il n'accomplit pas la tâche qu'il prétend accomplir.
Mais mon point avec ça, c'est que parfois, ça c'est un exemple un peu niaiseux, mais dans la vie réelle, il y a des exemples beaucoup plus subtils où est-ce que ça a l'air de fonctionner. On le laissait avec plein d'exemples, ça marche sur les exemples. Puis là, à un moment, il y a un exemple qui fait que ça plante et ça crée une crise dans la compagnie ou je sais pas quoi, là. Donc, il faut faire attention à ça. Et c'est une des choses que je veux qu'on apprenne dans IFT 436, là. Il faut être capable de démontrer que nos algos fonctionnent sur toutes les instances sur lesquelles c'est censé fonctionner. OK? Puis ce tri sous-gradué, c'est pas le cas. OK, mais ça, je vous laisse le démontrer. C'est pas trop dur. Prenez pas cette version-là. Prenez la version que j'avais ici. OK. Donc, il y a deux éléments dans ce que j'ai dit. Un, c'est avant d'implémenter un algo, ben, on devrait démontrer qu'il fonctionne. Premièrement, est-ce qu'il termine, qu'il n'y a pas de boucle infinie, qui n'est pas toujours facile. Euh, et deuxièmement, que ça donne bel et bien la sortie attendue sur toutes les instances. Et c'est quoi la sortie attendue? Ben, c'est censé être bien défini. Si vous avez suivi tout mon préambule de blabla, si les choses sont bien définies, on peut démontrer que ça donne bel et bien la sortie attendue. Si la tâche à faire est mal définie, ben là, c'est dur de démontrer que la sortie attendue est atteinte. OK? Donc, souvent, ça va être évident que ça fait bien les choses, mais ça peut être trompeur parfois. OK? Donc, ça, c'était mon point avec le tri sous-gradué. Puis l'autre point, j'ai parlé des complexités grand O n carré, grand O n log n. Là. Donc ça, ce sont des mesures du temps. Et je veux prendre le temps de justifier pourquoi est-ce qu'on utilise grand O de n carré, grand O de n log n. Okay, ça aussi, ça devrait avoir été dit en IFT 339, mais ce n'est pas tous les profs qui insistent sur pourquoi on prend ces grands O-là. Donc, je vais prendre le temps de le justifier parce que, admettons que vous voulez trier votre liste et puis là, vous avez tri par insertion, tri fusion, mais vous n'avez pas les grands O ou vous n'y croyez pas, OK, pour toutes sortes de raisons. Ben, comment vous faites pour savoir lequel est le meilleur, OK, sans vous fier aux grands O? Il faut trouver une alternative, là, lequel est le plus rapide, admettons. Et puis, intuitivement, on se dirait, ben, je vais juste tester 3 millions d'instances, puis on va regarder expérimentalement lequel trie le mieux. OK? Ça, c'est ce qu'ils appellent l'approche expérimentale. Là. Dans cet exemple, vous allez implémenter tri par insertion, tri fusion, et puis générer des instances, vérifier, puis mesurer les temps d'exécution. OK? Et puis juste prendre celui qui est le meilleur en moyenne, admettons. Il y a plusieurs problèmes avec cette approche expérimentale et c'est pour ça qu'on utilise la théorie et les grands hauts. Ben, premièrement, c'est que les temps d'exécution sont complètement dépendants de la machine utilisée. Donc, si sur votre machine de test, tri insertion est meilleur que tri fusion, ça ne veut pas dire que ça va être le cas sur une autre machine qui est optimisée différemment. Et donc, les temps calculés, peut-être qu'on peut les comparer, mais si on les prend tout seul, ils ne veulent rien dire. Ils ne donnent aucune information. Okay? Ça, c'est le premier problème avec l'approche expérimentale. L'autre problème, c'est que c'est physiquement impossible de tester toutes les instances. Okay? Donc, peut-être que vous avez testé des milliards d'instances même. On peut automatiser ce genre de choses, mais c'est pas toutes les instances. Donc, ça semble aller vite quand vous le testez dans votre environnement sandbox, là, où est-ce que vous contrôlez les tests, mais là, vous livrez ça chez quelqu'un où est-ce qu'ils ont des instances complètement folles et imprévues, puis là, euh, ça devient super lent parce que vous n'avez pas anticipé le genre de toutes les instances possibles dans vos expérimentations. Et c'est vraiment difficile de designer des expériences qui testent tout ce qu'il faut parce qu'il y a des limites expérimentales à respecter. Là. Donc ça, c'est le deuxième problème avec l'approche expérimentale. Et puis le troisième, euh, ben, c'est que ça semble aller vite, mais euh, quand on fait des expériences, on a un temps limité et puis on a une limite sur la taille d'instance qu'on est capable de tester. Mais encore une fois, là, la différence entre les problèmes 2 et 3, c'est que 2, je parlais des instances complètement folles dans le sens de elles sont plus compliquées que ce que vous aviez anticipé. Puis le problème 3, c'est que les instances peuvent devenir plus grandes que ce que vous avez anticipé. Et ça, c'est un autre problème. OK? Et donc, c'est pour ça qu'on utilise l'analyse asymptotique, c'est-à-dire l'analyse avec les grands O, là, parce que ce que l'analyse grand O fait en réalité, c'est qu'elle elle permet une indépendance avec les machines utilisées parce que
cette analyse grand O, c'est en fait, c'est juste un compte du nombre d'opérations effectuées par notre algorithme, indépendamment de la machine, là, on va juste compter combien d'instructions vont être exécutées. Okay? Donc ça résout le problème de la dépendance avec la machine. Pour gérer la complexité des instances, ben, vous vous rappelez peut-être que quand on fait l'analyse grand O, on suppose toujours le pire cas. Okay? Donc, on suppose toujours qu'on a la pire instance possible. Donc, on fait notre analyse par rapport à l'instance la plus complexe qu'on est capable d'imaginer et on s'assure d'avoir bien analysé les temps d'exécution là-dessus. Okay? Donc, le pire cas, il est là pour justement s'assurer qu'on gère même les instances les plus complexes qui pourraient apparaître dans 10 ans chez des clients. Okay? Et pour ce qui est de la taille des instances, ben, notre analyse grand O, on dit que c'est grand O de n carré, puis n, c'est une variable parce que ça permet de savoir que peu importe comment notre entrée grandit, notre analyse, elle est vraie pour toutes les tailles possibles. Okay? Et puis jusqu'à l'infini, là. Donc, ce qui est donc impossible si on se fie juste à l'approche expérimentale seulement. Okay? Donc, tout ce blabla, c'est pour justifier pourquoi on va passer beaucoup de temps avec nos analyses de temps grand O. C'est que ça résout beaucoup de problèmes qui existent quand on veut juste y aller empiriquement. Okay? Puis je prends le temps d'en parler parce qu'il y a toujours des sceptiques là, par rapport à l'analyse grand O, parce que vous savez peut-être que ça cache des constantes qui peuvent avoir un impact parfois, mais ces histoires de grand O, ça règle tellement de problèmes que c'est ce que tout le monde utilise au final. Okay? Donc, en utilisant toutes ces solutions-là, c'est-à-dire compter le nombre d'opérations dans le pire cas en fonction de la taille de l'entrée, ben, ça permet de savoir comment notre algorithme va se comporter, même si les données explosent et deviennent complètement bizarres, ce qui finit toujours par arriver. OK. Comme par exemple, il y a eu l'ère du big data là, il y a même quelques années, où est-ce que la quantité de données avec lesquelles les gens devaient travailler est devenue plus grande que ce que tout le monde avait anticipé dans les années 80-90. Et là, il a fallu avoir de bons algos. Okay? Donc, dans ce cours, on va faire l'approche analytique où est-ce qu'on va compter les nombres d'opérations dans le pire cas en fonction de la taille de l'entrée en grand O. Okay? Donc, à quoi ça ressemble? Là? Ça fait longtemps que je parle. Vous avez le droit de prendre une pause quand vous voulez, de toute façon, là, mais je vais juste donner un aperçu de quoi ça a l'air quand on fait ça. Donc, quand on prend un pseudocode et qu'on compte le nombre d'opérations, on ne va pas le faire tout le temps, là, mais en principe, c'est ce qu'il faudrait faire. Disons que je prends mon tri par insertion et que je compte vraiment le nombre d'opérations, ben, juste initialiser n, c'est une opération. On pourrait même argumenter que obtenir la taille, c'est 2 opérations, peut-être 3. Okay? Mais on va juste rester avec les opérations de base. Et là, cette opération-là, ben, on va l'exécuter n-1 fois parce que ça, on va passer n-1 fois à travers l'assignation de val. Okay? Et ça, cette opération d'égalité, on va la faire n-1 fois. Okay? Tandis que toutes ces opérations dans le temps que, c'est-à-dire vérifier est-ce que i est plus grand que 0 et est-ce que t de i est plus grand que val, ben, et faire le et, ça c'est 3 opérations que je compte. Combien de fois on va les faire? Ça c'est plus ambigu là, parce qu'il n'y a pas de, on n'a pas de variable qui nous dit on va passer tant de fois dans cette boucle-là. Okay? Et puis donc, les opérations à l'intérieur de ce temps que, c'est pas clair non plus de combien de fois on va les faire. Mais bon, celle-là, on va la faire n-1 fois. Okay? Mais bon, après, si je veux vraiment compter les opérations, ce point d'interrogation, là, on peut se convaincre assez rapidement que dans le pire cas, qu'est-ce qui va se passer ici? Là, il faut essayer de l'imaginer. Mais ce qui va se passer, c'est que quand j est égal à 2, i devient égal à j-1 et fait juste décrémenter. Donc, quand j est égal à 2, le nombre de fois dans le pire cas qu'on va passer là-dedans, dans ce temps que, ben, c'est une fois. Okay? On va faire, quand j égale 2, là, on va faire i égale 1, puis sortir. Donc, on passe une seule fois. C'est pour ça qu'il y a un 1 en bas comme ça. Et quand j est égal à 3, on va passer 2 fois. On va passer pour i égale 2, puis i égale 1. Donc, c'est pour ça qu'il y a un 2 ici. Quand j est égal à 4, on va passer 3 fois. Okay? Donc, c'est pour ça que j'ai cette sommation ici. Là. Et
pour justifier qu'on a besoin de certaines notions de maths. Là. En fait, le nombre de fois qu'on va exécuter chacune de ces opérations-là avec des points d'interrogation, ben, ça va être une fois, plus deux fois, plus trois fois, et ainsi de suite. Et puis, en maths discrète, on devrait avoir vu là, que ben, la somme des n premiers entiers, c'est une identité utile, qui est cette chose-là ici. Donc, je sais combien de fois je vais exécuter chacune de ces opérations. Et donc, si je fais le total, ben, je tombe avec 1 plus cette chose-là, plus cette chose-là. OK. Et ça, c'est le nombre de fois, le nombre d'instructions qui vont être exécutées dans le pire cas par rapport à n. OK. Et là, si on manipule un peu et qu'on se débarrasse des constantes, ça devient grand O de n carré. OK. Mais j'insiste sur le fait que quand on parle de grand O de quelque chose comme mesure du temps, ça représente une quantité, et cette quantité-là, c'est le nombre d'opérations qui vont être effectuées quand l'algo roule. OK. Et donc, si on faisait vraiment l'analyse dans le détail, on se retrouverait avec des expressions pas jolies comme ça. Mais avec le grand O, l'avantage, c'est que ça fait juste extraire l'ordre de grandeur de la fonction, sans tous les détails qui ne sont pas si utiles. Okay? Donc, ça, c'est le principe de notre mesure du temps. En principe, on devrait compter les opérations, mais après, on va juste mettre ça dans des grands O. Okay? Okay. Ben, ça donne ça, là, mais ça, c'est grand O de n carré. C'est ce que je viens de dire. OK. Trifusion, je ne vais pas le faire maintenant. La prochaine vidéo, je vais proposer une approche qui permet de démontrer qu'on atteint ce genre de complexité, mais c'est ça. Ça demande une preuve mathématique, ce qui justifie encore plus de maths. Là. Mais l'idée, ça va être qu'on peut exprimer le temps par une récurrence comme ça. Et puis, il y a un théorème maître là, qui nous résout la plupart des récurrences de ce style. Et par ce théorème, c'est n log n, mais je veux qu'on voit un peu plus comment ça fonctionne, ce genre de choses. OK. OK. Je vais conclure mes slides avec juste un peu plus de blabla. Là. Donc, quand vous m'avez regardé compter ces opérations, peut-être que vous avez vu qu'il y avait un doute dans mon esprit à un certain moment, un doute sur, tu sais, comme par exemple ici, là, val égale t de j, c'est pas vraiment une opération là, informatiquement en bas niveau. Là. Ben, il faut déclarer une variable, il faut accéder à la jm valeur de t, il faut mettre un truc égal à un autre. Donc, souvent, il y a plusieurs opérations de cachées là-dedans. C'est juste que asymptotiquement, ça ne fait pas de différence là, souvent. Mais la question est légitime. Qu'est-ce qu'on compte ou qu'est-ce qu'on ne compte pas quand on fait ce genre d'analyse? Puis il y a un standard, mais pas de standard en même temps. Il y a une certaine flexibilité dans ce qu'on permet. Mais généralement, ce qu'on veut compter, c'est les opérations plus atomiques, là, comme déclarer ou affecter une variable, comparer des valeurs, faire des additions, soustractions, faire des si, faire des comparaisons de plus grands et tout ça. Donc, tout ça, c'est des opérations. OK. Et parfois, on triche un peu comme je l'ai fait, ou même un exemple de triche fréquent, c'est multiplier A fois B. Là. Une multiplication, on compte ça comme juste une opération. Mais en réalité, si vous avez des deux entiers A et B qui sont énormes là, en calcul scientifique, qui ont besoin de 100 000 bits pour être exprimés, ben, la multiplication, c'est pas vrai qu'elle se fait en temps juste une opération. Là. En fait, elles se font en temps logarithmique par rapport au nombre de bits nécessaires. Ben, elles se font en temps proportionnel au nombre de bits nécessaires pour les exprimer, ou même pire. Mais bon, on triche un peu parce qu'on va supposer que nos entiers fit dans des mots mémoire. Donc, ce que j'essaie de dire ici, là, c'est que la notion de qu'est-ce qu'on compte comme opération, souvent, il faut juste être raisonnable dans ce qu'on compte avec nos connaissances de l'informatique. Okay? C'est pour ça qu'il y a plusieurs préalables à ce cours. Mais c'est ça. Donc, comme par exemple, affecter une chaîne de caractères, on compte ça comme une opération. Même si parfois ça implique de copier la chaîne de caractères en entier. Donc, on fait abstraction de ces détails-là. Là. Mais si vous êtes dans le doute dans qu'est-ce que ça veut dire compter une opération ou pas, ben ça, vous posez les questions. Okay? Mais oui, c'est ça. Comme comparer deux chaînes de caractères, souvent on compte ça comme une opération, mais en fait, il faut compter la longueur des chaînes de caractères et ce genre de choses. En fait, ça va dépendre de c'est quoi le n qui nous intéresse. Mais donc, comme je disais, souvent on ignore les détails des sous-opérations qui ne dépendent pas de la taille de l'entrée, mais dans le doute, on fait juste être aussi précis que possible. Okay?
Et puis, autre sujet que je l'ai mentionné plus tôt, là, mais euh, on va fonctionner avec que du pseudocode là, dans le cadre de ce cours. Donc, quand vous faites du pseudocode, ce que vous devez viser, c'est de décrire l'algo sans dépendre d'un langage en particulier et puis faire abstraction des détails d'implémentation qui sont longs, mais qu'on sait déjà comment gérer. Je ne pense pas que je l'ai sur mes diapos, mais un exemple que je donne souvent, c'est, admettons, vous avez un tableau et vous voulez que X soit le minimum du tableau. OK? Ben, c'est peut-être pas nécessaire d'écrire la boucle pour chaque élément du tableau. Si X est plus petit, si l'élément du tableau est plus petit que X, alors X est égal à cette valeur. À ce point-ci, vous devriez savoir comment faire une boucle qui trouve le minimum d'un tableau. Donc, dans ce genre de détails qui peut être long mais facile à gérer, on peut se permettre de dire que X est égal au min de T, par exemple. OK? Après, il faut être raisonnable dans ce qu'on cache sous le tapis ou pas. Là. Quand vous cachez quelque chose, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui est facile à faire, que tout le monde sait déjà comment faire depuis IFT 159 là, ou depuis les cours d'intro à la prog. Mais dans le doute, vous mettez le détail. OK? Donc, trifusion, ça c'est mon ancienne mauvaise version, je ne vais pas revenir là-dessus. Là. Mais ce que je disais plus tôt, là, c'est que euh, si vous vous demandez à quel niveau de détail aller, c'est que vous devriez être capable de donner votre pseudocode et ce programmeur ou cette programmeur devrait être capable de l'implémenter sans ambiguïté. OK? Donc, par exemple, un contre-exemple, pour montrer insertion, euh, vous voyez la ligne qu'il y a ici, là, ça passe pas. Là. Donc, j'avais une boucle là, qui décrivait avec des i et puis tout ça, comment décaler les valeurs. Ça, c'était concret, explicite. Tandis que c'est juste donner l'intuition comme ça, là, c'est pas suffisant. Là. Juste dire décaler tout le monde jusqu'à ce qu'on trouve où replacer la valeur. Ça ne passe pas. Là. Donc, souvent, quand c'est des longues phrases, c'est pas bon. Là, il faut aller dans un peu plus de détails. Donc, j'espère que les exemples que je vais donner en classe et les contre-exemples vont suffire à ce que vous sachiez c'est quoi un niveau de pseudocode suffisant. Mais si vous êtes dans le doute, faites juste donner du code ultra détaillé, même du C++, c'est correct. Là. Donc, tout est accepté en IFT 436 comme format tant que c'est assez détaillé. OK. Donc, mon autre point, c'est que c'est ça. Quand vous donnez du pseudocode, les instructions principales doivent apparaître. Pas de ligne qui cache une complexité non constante, à part peut-être mon exemple de minimum que j'avais donné. C'est ça. Sauf quand c'est évident et qu'on comprend. OK. Donc, parfois, on va faire appel à des algos qu'on a déjà vus en classe en boîte noire. Ça, c'est correct. Mais il faut juste se rappeler que quand on fait un appel à un algo en boîte noire, qu'il y a une certaine complexité de cacher là-dedans. OK. Mais bref, du pseudocode, ça ressemble à du code. C'est juste que parfois, on utilise des phrases pour s'éviter du travail ennuyant. OK. Je ne vais pas revenir là-dessus. OK. Donc, ça, c'est mes dernières slides, là, si je me rappelle bien, ouais. Donc, avec tout ce long préambule, en IFT 436, ce que vous allez devoir être en mesure de faire après le cours, c'est d'être capable de visualiser une exécution en lisant un algorithme. Okay. Donc, là, j'ai suivi des algos en faisant la trace dans le détail avec vous. Ce que j'espère, c'est qu'à la fin du cours, que vous n'ayez plus besoin de faire ça, ou juste dans certains cas plus compliqués, là, mais on va voir tellement d'algos que vous devriez être en mesure de savoir qu'est-ce qu'un algo fait, juste avec une description, sans avoir à faire une trace détaillée. Okay. Ce qui est super pratique dans une carrière de personne en informatique. Donc, ça, c'est un début. Mais sinon, bien sûr, au-delà de juste lire les algos que les gens font, vous devrez être capable de créer des algorithmes avec les meilleures complexités en temps possible. Puis aussi, d'estimer rapidement la complexité d'un algo. Donc, non seulement devrez pouvoir comprendre ce qu'un algo fait en regardant, mais aussi d'estimer rapidement c'est quoi sa complexité algorithmique. Okay. Autre chose, donc mon tri sous-gradué qui ne fonctionne pas. Je m'en suis servi pour montrer que des fois, on a des algos qui semblent fonctionner, mais qui ne fonctionnent pas. Donc, il faut apprendre à démontrer la complexité d'un algo, mais aussi démontrer qu'il est correct, qu'il fait vraiment ce qu'il prétend. Okay? Donc voilà, ça c'était tout ce que j'avais à dire pour ce premier cours introductif.
Donc, dans la prochaine vidéo, ce que je vais faire, c'est faire un rappel sur quelques notions mathématiques et puis déjà faire quelques preuves de bon fonctionnement d'algo et d'analyse de complexité. Tout ça en utilisant des preuves par induction. Ok. Donc, je vais faire un bref rappel sur c'est quoi des preuves par induction et faire quelques exemples là-dessus. Ok. Donc, on se voit à la prochaine vidéo.